quelques minutes pour des questions. C'est bien, on peut prendre 1, 2 et 3. Seulement 3 questions, s'il vous plaît. Donc, la première est ici, c'est vous. Ah, bon, oui, ok. Oui. Merci beaucoup pour la seconde vague d'exposé. Dans le contexte de la conformité au protocole de Nagoya sur l'accès aux eaux génétiques et le partage équitable des avantages, les cadres légaux nationaux insistent sur des éléments de conformité jusqu'à l'obtention de brevets. Alors, dans le cadre donc de la demande de brevet portant sur une innovation, par exemple sur une innovation sur les ressources génétiques microbiennes qui font l'objet de notre rencontre, ma question est de savoir comment est-ce que les offices de propriété intellectuelle vérifient la conformité au protocole de Nagoya, notamment en ce qui concerne le consentement préalable d'un consent de cause, les conditions convenues d'un commun accord, et plus loin à l'international, le certificat de conformité reconnu à l'échelle internationale. Existe-t-il des mécanismes de coordination, par exemple entre les autorités nationales compétentes et les offices de brevets pour vérifier si la demande est conforme aux lois des pays d'origine des ressources? Merci, je m'adresse à la deuxième vague d'intervenants. Nous, on ne travaille pas à l'office. Pardon? Bon, j'ai dit que c'est à moi la question. Parce que moi, je ne travaille pas dans un office. C'est à madame qui a... je n'ai pas bien suivi parce qu'elle a des problèmes de voix, mais j'ai lu dans le slide qui renvoyait au protocole de Nagoya, aux éléments de conformité du protocole de Nagoya. Comment est-ce que la coordination se fait entre les offices de brevets et ces éléments de conformité dans le cadre de la demande de dépôt d'obtention de brevets? Si vous permettez, moi j'ai insisté juste sur l'éthique, parce que normalement j'envisage exploiter un brevet, donc l'exploitation ce ne sera pas uniquement à l'échelle nationale, donc on peut envisager des exploitations à l'échelle internationale. Mais dans ce sens, je pense que l'ANPIC peut nous répondre sur cet aspect-là. Alors sur le point de la coordination, jusqu'à présent, il n'y a pas de coordination entre office de brevet et bien évidemment structures qui sont en charge de tout ce qui est application du protocole de Nagoya. Ce que j'avais mentionné avant par rapport au traité de l'OMPI sur la propriété intellectuelle, les ressources génétiques, c'est un pas justement pour un peu reconnaître déjà que la ressource génétique, objet du brevet, est originaire d'un pays donné ou d'une communauté donnée, déjà. Donc l'objectif, c'est plutôt un objectif de transparence. Et bien évidemment, à ce moment-là, quand on reconnaît, je pense que le protocole de Nagoya vient s'appliquer. On a déjà le demandeur de brevet qui reconnaît, qui mentionne sa demande de brevet, il est obligé de le faire selon ce traité. Mais le traité, il n'est pas encore entré en vigueur, il vient d'être adopté en 2024, donc il y a un processus pour qu'il devienne en vigueur. Il faut au minimum 15 pays qui doivent ratifier pour que ça puisse entrer en vigueur. Après, bien évidemment, il faut que les pays un peu adhèrent à ce traité et puis un peu mettre à jour leur législation par rapport à ces mécanismes dont j'ai parlé. Donc c'est d'abord l'obligation de
mentionner la ressource génétique et l'origine de sa demande de brevet. Il y a dans le traité un certain nombre de mesures de sanctions et de corrections en cas de non-divulgation. Et donc ça viendra petit à petit avec l'entrée en vigueur du traité et son adoption par les pays. Mais au moment actuel, il n'y a pas de coordination sur ces sujets. Et je pense quand même qu'il y a quand même une certaine distance. Bon, chacun intervient sur son registre en quelque sorte. Voilà. Non, pas grand-chose à ajouter. Effectivement, c'est déclaratif. C'est le déposant qui doit faire mention de l'utilisation d'une ressource génétique. Et maintenant, effectivement, les sanctions pour le manquement de cette déclaration, que ce soit la nullité du brevet ou des sanctions financières, etc., sont en cours de négociation. Il y a des conférences diplomatiques qui ont eu lieu il y a 2 ans à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle pour tomber d'accord. Et c'est assez compliqué. C'est des sujets qui vont apparaître des tensions entre les pays du Nord et les pays du Sud pour trouver la bonne distance entre la liberté du commerce et justement la reconnaissance des ressources génétiques, l'utilisation de ressources génétiques de pays ou de communautés. Donc c'est des questions qui sont actuellement en cours et effectivement une fois que le traité sera ratifié et adopté par un certain nombre de pays, on pourra y voir un peu plus clair, je pense. Il y a la deuxième question ici, s'il vous plaît. Merci. Je veux tout d'abord remercier l'ensemble des intervenants. Ma question s'adresse à M. François Kessa. C'est par rapport au dépôt de séquences, au dépôt de souches bactériennes. Est-ce que le dépôt d'une séquence ou d'un génome dans la GenBank, par exemple, peut empêcher le dépôt et l'acceptation d'un brevet? Oui, absolument. On l'a dit, pour qu'une invention soit valide, il faut qu'elle soit nouvelle. Elle est nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. Donc imaginons, il y a eu la publication sur une séquence. Si un dépôt de brevet intervient après, ce dépôt, cette invention ne sera plus nouvelle. D'accord ? Après, à voir ce qui a été divulgué, à voir ce que vous allez déposer. Si vous déposez l'utilisation, peut-être il y a un procédé, une utilisation, ou si c'est juste la séquence. Je parle de séquence, effectivement, pas de publication. De séquence ou de génome. Mais vous la déposez où? GenBank, les EPI par exemple. Le contenu de la GenBank c'est accessible. Donc c'est rendu accessible au public. Ça fait partie de l'état de la technique, vous ne pourrez plus obtenir de brevet là-dessus. Merci. Et la 3e question, s'il vous plaît. Bonus. Alors ma question s'adresse au premier lieu à Sondai et peut-être aux autres intervenants. Est-ce qu'on peut breveter quelque chose dont on ne mentionne pas le nom d'espèce? Parce que là, vous avez parlé le champignon Trichoderma, et en fait, le Trichoderma, c'est un genre. Il contient beaucoup d'espèces, et ces espèces n'ont pas le même potentiel. Donc, sur le plan lutte contre les maladies, dégradation de la matière organique, etc. Donc, est-ce qu'on peut faire un brevet sans préciser l'espèce? C'est la première question. La deuxième chose, c'est que... Je peux interagir. Pourquoi vous ne voulez pas, par exemple, préciser le nom de l'espèce? C'est quoi la motivation? C'est lui qui l'a pas mentionné. Il a parlé du champignon Trichoderma, alors que le Trichoderma, c'est un genre, et il contient beaucoup d'espèces. Alors, est-ce qu'on peut connaître cette espèce ou c'est un secret? Oui, en fait, ici, ce n'est même pas le micro-organisme qui est protégé, mais le produit qu'on a obtenu avec l'utilisation, avec le procédé. Donc ici, c'est le procédé qui est protégé. Le produit, c'est-à-dire l'extrolyte qui vient de la biominéralisation du silicium par le champignon, et l'utilisation du produit. Parce qu'après, le produit sera utilisé comme biofertilisant et biocide. Et ça fait partie des rares produits qui
qui regroupe en même temps ces deux propriétés. Donc être à la fois un biostimulant et un biocide à la fois. La souche même a été dit, donc je peux vous renvoyer au niveau du brevet, parce que ça c'est un brevet déjà délivré par l'OAPI, donc je peux vous envoyer au niveau, la souche même a été précisée.